Bonjour à tous et bienvenue dans ce GCN Show numéro 220. Et aujourd'hui, dans ce show, on va se taper 2 Tours de France. Un à l'endroit, un à l'envers. Eh oui. Allez, on va voir ça. Hier avait donc eu la présentation des 2 Tours de France, du Tour de France Femmes par lequel on commencera et du Tour de France Hommes. On fera pas un étape par étape, mais on vous présentera les grandes lignes des 2 parcours, les petites coquetteries à droite à gauche, les grands moments, les passages clés et aussi notre avis sur l'éventuel déroulé. C'est ça, parce qu'on a quand même du boulot et faire toutes les étapes en une seule vidéo, honnêtement, je pense pas qu'on ait l'endurance, hein. Clairement. Non, mais ni de les faire sur le vélo d'ailleurs. Mais on fera des prévus plus détaillés le moment venu. Attaquons par les femmes, honneur aux dames, et puis c'était lors de la présentation du Tour de France. C'est ça, et on va attaquer du coup par un tour de 9 jours cette année, un jour de plus par rapport à l'an dernier, 1165 km, 3 étapes de plaine, 3 étapes de montagne, 2 étapes accidentées. C'est quand même un beau programme. Oui, il y a, je crois, un total d'à peu près 17 000 et quelques mètres de dénivelé en 9 jours, donc en fait ça fait peu d'étapes tranquilles. On le dit souvent quand on parle du cyclisme féminin, les étapes ont tendance à être plus courtes, mais il n'y a pas forcément moins de difficultés, donc ça fait des étapes plus denses et au final plus accidentées, avec un grand départ de Bretagne, bien sûr, patrie de cyclisme s'il en est. Donc c'était presque une anomalie qu'il n'y ait toujours pas eu de passage et de moments clés en Bretagne. Donc on partira de Vannes à Plumelec, avec dès le premier jour, 3 fois un circuit célèbre, avec la fameuse côte de Cadoudal. Donc c'est déjà une première journée très courte, qui va être très nerveuse et déjà presque décisive, en tout cas pour le premier maillot jaune et sans doute pour quelques jours. De toute façon, c'est exactement le même concept que l'an dernier, hein. C'est un Tour de France qui est vraiment plus intense que le Tour de France des hommes, parce qu'il n'y a que 9 jours de course, les étapes sont plus courtes, donc les coureuses arrivent plus fraîches, il y a plus de bagarres, parce qu'il y a moins de temps pour faire des écarts. Donc là, de ce côté-là, c'est vraiment fantastique. Ensuite, on va passer les étapes. Étape 2, Brest-Quimper, avec une arrivée au sommet dans la ville de Quimper, au Stank-Bihan. Oui, c'est encore une arrivée en bosse, alors rien à voir avec Cadoudal, mais quand même encore un final pas simple. Il faudra attendre le 3e jour avec l'arrivée à Angers pour un départ de la Gacilly, retour dans le Morbihan, pour voir le premier probable sprint massif. Il n'y en aura pas beaucoup d'occasions, donc je pense que les équipes vont pas se laisser faire et il y aura un massif ce jour-là. Pour l'arrivée à Angers, ce sera peut-être le cas avec l'arrivée le lendemain à Poitiers. Poitiers qui est la ville, avec le Futuroscope, la maison de l'équipe française FDJ Suez, la seule équipe pour le Tour française, et surtout qui est désormais l'équipe de Demi Vollering, donc la grandissime favorite du Tour de France Femmes d'ores et déjà. Et donc c'est assez sympa de voir que la grande favorite va arriver dans la ville de son équipe à Poitiers. On va essayer de gagner tout simplement. Et puis, peut-être pas à Poitiers, mais voilà, c'est vrai que c'est un tour assez intime pour cette équipe, parce qu'avec le départ en Bretagne, il y a plusieurs Bretonnes dans l'équipe, comme Marie-Lunette, bien sûr, par exemple. Coralie Demey aussi, il y en a d'autres. Et donc voilà, donc cette arrivée à Poitiers, ensuite un départ du Futuroscope pour aller vers Guéret, encore une étape pas si simple. Bah non, parce que ça va être un faux plat montant de 160 km. Donc, l'an dernier, il y avait eu un peu le même style d'étape au milieu du Tour de France. Et finalement, ça avait fait un peu un flop. Mais bon, une étape dure comme ça laisse toujours des traces. Et ça prépare la suite du Tour de France. Et notamment les... étape 6, on a l'étape du Massif Central. 124 km de Clermont-Ferrand à Ambert avec pas moins de 5 cols. On a l'étape 7, Bourg-en-Bresse-Chambéry, avec le col du Granier, tu connais un peu ? Ah, je connais par cœur, on va dire, hein, ni plus ni moins. Non, ça va être une belle arrivée, ça va être splendide en termes de paysage. Si vous avez l'occasion d'être derrière la télé, il faudra absolument y être, puisqu'il y aura une redescente de la Chartreuse avec une magnifique vue sur le bassin chambérien et sur le lac du Bourget. Donc ça promet sportivement une belle bagarre et aussi un plaisir pour les yeux s'il y a quelques moments de transition. Et surtout, il y aura ensuite un week-end explosif, avec le départ toujours de Chambéry pour arriver à Saint-François-Longchamp et plutôt au sommet du col de la Madeleine. Donc là, la Madeleine, c'est un des cols les plus durs de France. Alors il arrive à 2000 mètres d'altitude tout juste. S'il avait été un petit peu plus haut en altitude, ce serait un des cols les plus connus au monde sans aucun doute. C'est 20 km à vivre. C'est pas moi qui l'avais dit, je sais plus si c'était Jalabert ou Viran qui avait dit ça. Mais donc voilà, les mecs qui s'y connaissent quand même en montagne et en cyclisme. Mais donc c'est une vingtaine de kilomètres, c'est 20 km tout rond d'ailleurs de ce côté-là, pour une belle moyenne, donc ça promet un final. Moi ce que je vois surtout, c'est que c'est 120 km pour 3005 de dénive. Oui. Ouais. Donc clairement, il n'y a pas à mettre de plat. Et après, étape 9, l'arrivée du Tour de France, en espérant qu'il y ait le même écart si faible que l'an dernier. Et du coup, c'est Pras-sur-Arly, Châtel,
avec col de la Jouplane, 2880 mètres de dénivelé et arrivé au sommet à Châtel. Encore une étape assez compliquée, quoi. Oui, Jouplane est très réputé, on avait vu, je parlais de Richard Virenque, des envolées magnifiques de Virenque dans ce col. Souvent l'arrivée est en bas à Cluse et là on va un petit peu plus loin, on remonte après à Châtel pour durcir un petit peu, tant qu'à y être. Sinon c'est trop facile, clairement. Donc clairement un Tour de France qui fait la part belle aux pures grimpeuses, pas de contre-la-montre, 2 étapes potentielles de sprint, mais peu de pièges type étape à bordure ou autre. Donc ça fait vraiment la part belle avec ces 3 dernières journées. Vraiment très montagneuse et pour le coup de la haute montagne, des cols longs, des cols alpestres. Donc voilà, ça promet un tour pour la montagne. Nievadoma aura de quoi défendre son titre puisque c'est son terrain de jeu. Vollering aura de quoi prendre sa revanche. Les grimpeuses françaises telles que Juliette Labou ou Evita Music auront aussi de quoi s'exprimer. Donc hâte de voir ce que ça donne. 3 grosses journées de haute montagne comme ça l'an prochain. Ça va faire mal. Bon, écoute, maintenant on va passer au Tour de France masculin, du coup. Oui, avec un programme pas moins chargé. 7 jours de plaine, 6 accidentés, 6 de montagne, 2 contre-la-montre. En fait, non. 7 étapes de montagne, étant donné qu'il y a un contre-la-montre qui est sur le col de Perrosson. Oui, voilà. Celui-là, c'est pas Ghana qui va le gagner. Ça, on ne sait pas dans quelle catégorie le mettre. Ce qui est dommage, c'est que pour les étapes de plaine, il n'y a plus Cavendish. Donc, il a laissé, mais bon, on a bien senti que c'était plus le speaker lors de la présentation. Il a laissé le doute. Il lui a dit alors pour l'an prochain. Cavendish a dit oui, on verra, mais son ventre et ses joues disaient on verra pas, c'est fini. Ouais, puis de toute façon, il n'a plus d'équipe. Non, de toute façon, évidemment, il n'y aura pas Cavendish, mais il y aura d'autres sprinters et notamment qui voudront prendre le maillot jaune, puisque à l'inverse des femmes, ça commencera par une étape dédiée aux sprinters. Malgré les passages à Cassel, il est fort probable que sur 185 km autour de Lille plutôt, l'arrivée se joue au sprint massif pour un premier maillot jaune au sprint. Et ce qui est intéressant, c'est que dès le lendemain, l'organisation a prévu que le maillot change de coureur et pour mettre à l'honneur un puncher, car ça sera 209 km de Lowen-Planck à Boulogne-sur-Mer et avec cette côte de Outreau sur les derniers kilomètres. Donc ça va être bien 2500 mètres de dénivelé quand même. Donc ça va être assez intéressant à suivre. Philipsen, si on raisonnait aujourd'hui, serait sans doute le favori pour le maillot jaune, mais peut-être pas pour le garder le deuxième jour. Peut-être le récupérerait-il lors de la 3e étape Valenciennes-Dunkerque qui s'annonce plutôt ennuyeuse quand on le dit comme ça, mais le vent pourrait s'inviter et créer quelques pièges. Il en sera de même pour le passage en Normandie. Ce tour fait la part belle à la Normandie avec 3 étapes. Et la Normandie, ça peut être un peu des fois piégeux. On regarde un profil, on voit pas de difficulté particulière. On finit la journée à 3000 mètres de D+. Oui, c'est ça. Donc c'est exactement ce qui se passe. Notamment l'étape 6 entre Bayeux et Vire. Et du coup, ça peut... 3500 mètres de dénivelé. Ouais. Alors qu'il n'y a pas une bosse. C'est quand même dingue. Il n'y a pas une bosse, il n'y a pas un col, mais il y a 3005 de D+. Il n'y a pas de descente, ça veut dire. Il n'y a pas de bosse, mais il n'y a pas de descente. C'est un cœur du Tour de France où on verra peut-être à l'honneur Kevin Vauquelin, vainqueur cette année, puisqu'on aura un contre-la-montre, donc une de ses spécialités pour la 5e étape, et dès la 5e étape, donc déjà une étape décisive pour le classement général. Bien sûr. Et cette fameuse étape Bayeux-Vire le lendemain. Donc un cœur de... Les étapes 5, 6, 7, une fin de première semaine assez décisive avec le contre-la-montre, l'étape très piégeuse de la Normandie et ensuite la 7e étape, arrivée au mur de Bretagne. Exactement. Avec pas moins de 2 ascensions du mur de Bretagne. Donc on avait vu Mathieu Van Der Poel brillant la dernière fois que le Tour de France était passé là, mais on est clairement sur un premier week-end corsé. Assez chargé, mais d'ailleurs Mathieu Van Der Poel, normalement il a annoncé qu'il ne serait pas au Tour de France. Bon, ça peut changer comme tout coureur, mais à voir. Ensuite on va passer à l'étape 10 qui sera le 14 juillet. Et là, pareil, 14 juillet, je sais pas pourquoi, mais on dirait que l'organisation fait en sorte qu'un Français gagne pour le 14 juillet. Et là, ça partira de Eneza jusqu'au Mont d'Or, 4400 mètres de dénivelé pour arriver sur la côte du Puy-de-Sancy. Ouais, ça va être une étape hyper intéressante. C'est clairement une classique. Je connais un Danois et un Slovène qui sont pas d'accord avec toi pour faire gagner un Français sur cette étape-là. Moi, j'ai fait un rêve. Je vous le dis quand même, que Romain Bardet prolonge de 15 jours sa carrière pour finir sa carrière chez lui au Puy-de-Sancy, un 14 juillet, champion de France, il gagne le 14 juillet au Puy-de-Sancy et il rentre chez lui. Ouais, de quasiment 8 mois et 15 jours. Non, il arrête au Dauphiné la semaine avant le Tour de France.
Mais bon, Ouais, 15 bref, jours. 15 je jours. suis pas sûr qu'il soit d'accord, l'empereur romain. Non, c'est ça. Après, on passe sur une belle étape, mais une belle étape de transition aussi, avec la journée de repos à Toulouse et une étape autour de Toulouse, qui sera normalement pour les sprinters, même s'ils ont mis une petite côte assez raide à 8 km de l'arrivée. Normalement, ça sera ça. Oui, c'est un peu la tendance de toujours compliquer les finales d'étapes. Voilà, on a très peu sinon- d'étapes maintenant vraiment très plates. Sinon, Il y a on fait la toujours une sieste. petite coquetterie. Bah oui, mais c'est le but, le Tour de France, faire la sieste quand même. Bon, Bon, après cette belle étape du Massif Central, la petite transition et le repos autour de Toulouse, on attaque le gros morceau du Ouais. Tour de France, puisque cette année, le Tour fait la part belle aux Pyrénées, avec des monstres et des petites coquetteries. je me suis imprimé le profil là, parce que on voit les dents de la mer, hein, là, clairement. Là, pour le coup, sur le profil, on voit bien les difficultés. Ouais. Là, on attaque Auch Otakam. Donc, Otakam, station de ski bien connue aux alentours de Lourdes et de Lucin-Sauveur, où on a souvent des arrivées au sommet. Et là, on aura le col du Soulor depuis Ferrières, on aura le col de Bordère, qui est quand même assez raide. Je l'ai pris déjà plusieurs fois. Clairement, c'est raide. Et on finira au sommet à Otakam. Bon, l'avantage, c'est que les prises de vue vont être magnifiques, la bagarre va être magnifique. Oui, peut-être On va qu'on se reverra régaler. Wout van Aert faire péter Pogacar de sa roue. Il me semble que c'était là. C'est ça. Voilà, moi j'y crois, j'aimerais bien en tout cas pour le spectacle. Ouais, ensuite, on passe au terme à Loudanviel, un peu se faire un petit coup de balnéo, Ouais, pas sûr. à côté du lac, et ça sera le contre-la-montre dans la montée de Perros-Sourdes. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant. Du coup, départ à Loudanviel, arrivé sur l'altiport 007 de James Bond pour faire ce col de Perros-Sourdes encore plus spectaculaire. Ça va être très intéressant, c'est seulement 11 km, un vrai contre-la-montre de montagne. Ils vont pas se poser la question de changer de vélo ou pas là. Hein. Alors, il y a 2 km un petit peu de plat au début, mais à mon avis, non, la question se pose pas vraiment. Ça descend ça même fait, un ça peu. fait longtemps qu'on n'a pas vu vraiment un chrono en boss où c'est- c'est juste une ascension de col. Moi, Ouais. j'ai souvenir de l'Alpe d'Huez en 2004. J'avais eu Champs-Rousse également, plutôt dans les Alpes. Mais ça va être une belle étape, ouais. Et le lendemain, étape 14, là, pour moi, c'est la plus belle des Pyrénées parce que c'est la plus dure. Et là, c'est départ de Pau. On va passer au Tourmalet, au col d'Aspin, au col de Perros-Sourdes, alors qu'on l'avait déjà fait la veille. Bon, on va pas passer à l'altiport. Quoi, je dis on, mais. Oui, toi, tu vas rien faire du tout. Je devrais peut-être le reconnaître, mais pas plus. Remarque, si on va à Perros-Sourdes, tu peux voir 2 fois le Tour de France et avec le chrono, tu les vois passer un par un, il y a du temps. Ouais, seul Si problème, j'étais c'est- spectateur, je pense que c'est sur ce week-end-là, sur cet enchaînement-là, du moins, que j'irais. Ouais, ce problème, c'est que le col de Perros-Sourdes, pour se garer en camping-car, c'est pas dingue. Il n'y a pas de place et ça va très vite dans le sens de la descente. Ouais, c'est pas incroyable. Par contre, sur la station de Péragude, là, Ah top. oui, ouais. Bon, tout ça pour finir, descendre sur Bagnères de Luchon et finir sur la montée de Super Bagnères avec, encore une fois, une superbe arrivée en altitude et où là, par contre, tu as la place de garer ton camping-car. Voilà, non, mais avec un petit 5000 de D+, je pense qu'on est clairement sur l'étape reine du Tour. Que Je ce soit pense d'un point de vue aussi, hein. historique, que ce soit altitude ou difficulté, on est clairement sur quelque chose d'assez fou. Aspin, Perros-Sourdes, Super Bagnères. Bon. Il y aura une petite étape de transition pour le coup, toute plate, sans coquetterie, à Carcassonne. Un repos à Montpellier, mais il faudra vraiment mettre à profit cette journée de repos, puisque l'étape 16 sera un petit Montpellier-Mont Ventoux. Ouais, facile. Voilà, une course de côte, 3000 de D+, avec une seule ascension. Donc C'est là, ça, on part du piste. niveau de la mer, on arrive à 2000. C'est ça, voilà. piste cyclable. Et paf, Bédouin, paf. Ouais, Mont Ventoux par son côté le plus réputé, par Bédouin, donc forcément une belle ascension. On a beaucoup parlé de Pogacar qui bat les records de Pantani. Battra-t-il celui de Pantani dans le Mont Ventoux? On C'est verra. ça, en espérant que Christopher Froome ne fasse pas de la course à pied cette année. On Chaque verra fois, quand bien. Ensuite, on va continuer du coup sur une étape de transition, l'étape 17, qui va de Bolène à Valence. C'est une étape le long de la vallée du Rhône. Clairement, le seul problème qu'il peut y avoir sur cette étape, ça va être le vent de face. Ah bah là, c'est la sieste de l'année. Là. Ah, oui, c'est l'année. Sauf s'il y a vent de face, sauf c'est la s'il y a sieste de- 70 km/h de vent, comme ce que j'avais régulièrement quand j'habitais à Avignon, que j'ai grandi. Ah bah s'il est 3 quarts Voilà. d'eau à cette vitesse-là, ça va être passionnant. S'il est de face à cette vitesse-là, ça va être littéralement la sieste de l'année qui va déborder jusqu'à l'apéro. C'est ça. Et après, par contre, Par on va contre, attaquer, après, on s'arrête plus. Hein. Sur les 4 dernières journées, les Alpes, le passage dans les Alpes est éclair. Par contre, les coureurs vont s'en souvenir, puisqu'on attaque avec... Finalement, peut-être que c'est celle-là, l'étape reine du Tour. Il y a match. L'étape vif, Courchevel, 5500 mètres de D+, Bah, ni plus ni moins. c'est celle avec le plus de dénivelé. Oui, ça fait passer le col du Glandon pour un col d'échauffement, alors que c'est déjà un sacré morceau. Ce sera Glandon, Madeleine, col de la Lose. Col de la Lose, voilà, on le voit souvent ces dernières saisons, et c'est 26,2 km à 6,5%, donc c'est interminable. Et en plus, ça c'est vraiment le col, si on part vraiment
de tout en bas, on est près sur 40 km d'ascension. Hein, donc là, il y aura du spectacle. Pour le coup, ce sera plus l'heure de faire la sieste. Le lendemain, on ira à Albertville-La Plagne avec les cols des saisies après quelques petites côtes du coin, col du Pré, Cornet de Roseland, un de mes favoris, je vous le dis souvent. Tu le dis tout le temps. Je le dis tout le temps. Bon, bah, je vous le redis, un de mes cols favoris, qui est à la fois magnifique et très dur. Là, c'est pareil, hein, si on prend l'ascension du col elle-même, c'est une vingtaine de kilomètres, mais en fait, on monte dès la vallée, dès tout en bas, finalement, depuis presque 40 km là encore, donc c'est encore très long. Ensuite, une longue descente avant l'ascension finale à La Plagne pour la dernière étape de très haute montagne de ce Tour de France. Et de seulement 130 km. Ouais, donc c'est quand même 3 grosses ascensions comme ça. 130 km, 4006 de dénive. Ouais, bah c'est montée, descente, montée, descente, montée. C'est encore... Honnêtement, déjà, celle de l'étape de 120 km pour 3005 du Tour des femmes par Zwift était déjà pas mal. Dense. Mais là, la 4006 sur 130, même nous, on va être fatigué sur le canapé. Je pense. Et ça sera aussi le terrain de l'étape du Tour de l'année prochaine. Donc voilà, rassurez-vous pour l'étape du Tour. Il y a pas beaucoup de bornes. 130 km, notamment avec énormément de descentes. Il y a au moins 60 km de descente. mais le reste... Le reste, au-dessus de 6%. Pardon. Ça va être un mur. Bon, l'avant-dernière étape, c'est bien. C'est une étape pour baroudeurs. Peut-être qu'il y aura aussi des enjeux type plus combatifs ou maillot à poids encore à aller chercher. Des équipes qui vont vouloir sauver leur tour sur une dernière victoire d'étape. Ça peut nous promettre un final explosif avant le retour des Champs-Élysées pour l'arrivée traditionnelle du Tour de France à Paris. T'as parlé d'étape du Tour, on a oublié une petite chose, Max. Ah, comment ça? Eh bien, pour le Tour de France Femmes, oui. En 2025, ce sera la première édition de la cyclosportive, la fameuse cyclosportive, l'étape du Tour, mais cette fois l'étape du Tour Femmes. Donc, il y aura la première édition en 2025. Et les hommes ont le droit de venir? Les hommes ont le droit de venir, ouais. Du coup, ça permet d'avoir 2 parcours différents et en fonction de l'événement. À noter que l'étape du Tour Femmes se déroulera le jour de la course. Oui. Donc c'est un week-end, c'est une journée qui peut être très intéressante puisqu'on peut enchaîner l'étape du Tour et ensuite le spectacle, donc ça peut être particulièrement intéressant. Le départ sera tôt, hein, parce que moi l'an dernier j'ai fait pareil pour l'étape des hommes et assez rapidement je me suis retrouvé bloqué. Hein, de toute façon, si tu veux être bien placé pour l'arrivée du Tour de France, il faut se lever tôt, donc autant te lever et aller faire l'étape. Ok, bon, maintenant il nous reste un petit peu de temps pour parler de ce qui se passe sur la planète vélo. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Pour commencer dans cette planète vélo, tu en as parlé, c'est Demi-Vollering qui vient renforcer les rangs et vraiment plus que renforcer, faire passer un cap à l'étape FDJ Suez féminine et ça c'est vraiment pas mal. Le recrutement de la FDJ Suez avec Juliette Labou, Marlène Reusser, Demi-Vollering est clairement agressif. Pour le moins, on est sur le papier, sur la feuille de match la plus conséquente du peloton féminin, je pense. Et ce sera d'ailleurs tout là l'enjeu, ce sera de gérer cette force de frappe au mieux pour servir les intérêts de l'équipe et de chacune des coureuses et pas se marcher dessus comme on a pu le voir à l'SD Works par exemple. Lars Boom a été recruté en directeur sportif pour orchestrer tout ça, qui connaît aussi, il y a beaucoup de Hollandaises. Donc il aura cet aspect, cette affinité hollandaise et surtout, c'est un peu le directeur sportif de Demi depuis quelques saisons, donc il y aura cette complicité et ce fonctionnement déjà. En parlant de transfert, on a un autre transfert et là qui est assez intéressant, je suis assez content, c'est Rémi Cavagna qui était parti chez la Movistar l'an dernier. Apparemment ça s'est plutôt mal passé avec l'équipe et il revient en France et il vient dans les rangs de la Groupama FDJ et c'est très bonne nouvelle en espérant qu'il reprenne sa carrière là où il avait quitté. Oui, peut-être un profil un peu à la Kung puisqu'il était parti à Movistar pour viser un peu les classiques du Nord, sauf que c'est pas du tout une équipe adaptée pour ça. Et donc peut-être qu'à la Groupama FDJ, il aura ce profil à la Kung, gros rouleur, le revoir sur le Tour de France et le voir briller sur les classiques du Nord. Dans une équipe française. Par contre, un autre transfert qui là part d'une équipe française et qui va dans un autre pays, c'est Clément Champouzin qui a signé chez Astana. Donc c'est intéressant. Pour remplacer Cavendish pour les sprints passifs. C'est ça, on va voir un peu ce que ça donne. L'équipe Astana qui est quand même assez active en ce moment au niveau des transferts. Il fallait, parce que ça fait 2 saisons qu'elle avait orienté 100% son effectif autour de Mark Cavendish et de ce record d'étapes sur le Tour. C'est chose faite, mission accomplie. Maintenant, il faut retrouver un autre objectif, un autre leader. C'est ça. Clément Champouzin est un puncher qui sait gagner des courses et il pourra sans doute apporter ce punch à l'équipe kazakh. C'est ça. En autre transfert chez les femmes ? Ouais, Chiara Consoni qui passe de l'équipe Canyon SRAM pour aller... Non, c'est l'inverse. Chiara Consoni qui passe chez Canyon SRAM en provenance de l'équipe UAE Team Emirates. Là, une belle sprinteuse, là aussi capable de scorer.
C'est ça. Par contre, niveau transfert aussi, l'équipe Canyon SRAM vient de recruter une coureuse. Et là, c'est assez intéressant le parcours. En fait, c'est Rosa Closer, qui est une femme qui fait du vélo, qui gagne des courses. Oui. Elle a gagné la Unbound 200, la course de gravel aux États-Unis. Et en fait, elle a démarré le vélo il y a seulement 3 ans. Elle a fait son doctorat parce qu'elle est en études encore et elle courait en tant que privée, en tant qu'amateur et elle a remporté la course et paf, elle a signé directement chez Canyon SRAM. Ouais, Canyon aime bien développer ce genre de profil, à l'image d'Alpecin Phoenix chez les garçons par exemple. Donc à voir ce que ça donne, notamment dans les pelotons, parce que faut savoir frotter, se placer. C'est toujours l'incertitude qu'on a sur les gros moteurs. Hashtag J-Vine. Voilà, Hashtag c'est J-Vine. ça, Bah, c'est ça, t'osais pas le dire. Je n'osais pas le dire, mais si elle a la même carrière que J-Vine, ce serait un pari réussi pour elle et pour Canyon. C'est ça. J-Vine, Parlons de gros moteurs. bien connu justement sur la Zwift Academy, et il y a eu aussi les championnats du monde de e-cycling. Et là, c'est Jason Osborne qui a remporté le championnat. Pour la deuxième fois. Et ouais. Il avait remporté la première édition. C'est un rameur à la base qui s'était mis, qui a continué à bourriner, mais cette fois sur le home trainer. Il avait gagné la première édition, il a fait 3e l'an passé. C'est ça. Et il regagne à nouveau sur une autre plateforme en plus, donc il pourra vraiment dire que c'est le roi du cyclisme virtuel. C'est ça. Et lui qui a arrêté sa carrière sur route Oui. et qui était chez Alpecin Phoenix. Donc voilà, c'est intéressant. Et je ne sais pas si c'est encore intéressant, mais news insolite. Ah si, c'est intéressant quand même. On a vu Wout van Aert participer à Masked Singer. Masked Singer, j'arrive pas à le dire. Version, en plus, là, c'est en hollandais qu'il faut le dire. En Belgique. Belle incroyable. prestation d'ailleurs. En fait, J'ai regardé la vidéo. Belle prestation du sprinter, du monstre belge. Non, belle prestation. Franchement, par contre, ce qui est fou, c'est qu'il soit assez connu pour être démasqué à la télé. Non, en fait, c'est ça. C'est la différence de notoriété que peut avoir un Wout van Aert par rapport aux coureurs français, par rapport à Julien Lafilippe. Si on peut comparer. Oui, non, clairement. Et non, ça c'est assez fou. On avait vu Nero Quintana en Colombie faire la même chose. Exactement. Donc c'est assez rigolo. Moi, je serais vraiment très curieux de voir des cyclistes hommes et femmes françaises sur les télé-réalités. On a fait les 12 coups de midi avec Marie, mais c'est quand même pas tout à fait la même chose. On a un visage découvert déjà. Mais... C'est ça. Bon, continuons cette semaine. N'oubliez pas que mercredi soir, il y aura le GCN Ride sur Zwift. Là, ça sera le présentateur anglais de 2 mètres, Connor, qui va s'en occuper. Moi, j'arrive bientôt. Là, je suis en train de m'échauffer. Et il s'agit aussi, il y a quelques semaines, je vous avais demandé de nous envoyer vos actualités de cyclocross sur le club Strava GCN en français. Et là, c'est Timothée Henry qui nous a fait un beau cyclocross dans les Vosges. Donc voilà, félicitations à toi, Timothée. Si la semaine prochaine, on repart dans le cyclocross, oui? Eh ben pas sûr, parce que moi je peux pas le mettre sur Strava parce que c'est en intérieur, mais on vous a fait avec le Potoyo pas mal de petites vidéos sur les 3 jours de Grenoble, une épreuve sur piste qui allie spectacle et sport de haut niveau. Donc on vous prépare ça, ou plutôt Yo vous prépare ça. Moi j'ai fait ma part du boulot maintenant, donc peut-être qu'on va changer un petit peu. Il y aura toujours du bois, mais ce sera peut-être des lattes en bois au lieu des sous-bois. Donc restez bien connectés si vous voulez ne rien manquer à tout ça sur GCN en français, et à bientôt. Ciao, ciao.